Les guirlandes lumineuses suspendues au-dessus du jardin ressemblaient à une scène de théâtre sur laquelle je n'avais pas ma place. Les gens applaudissaient, levaient leurs verres, les flashs des appareils photo crépitaient, tout cela pour ma sœur. Pas une seule personne ne semblait remarquer que je prenais 18 ans ce soir-là. Je me tenais derrière une rangée de flûtes à champagne, la chaleur des lampions collant à ma peau, en regardant l'animateur tapoter son micro et crier « Et maintenant, célébrons encore les 18 ans de Camille ». Quelque chose en moi s'est figé. Même la musique sonnait faux. J'ai reposé mon verre, lentement, silencieusement, et à cet instant j'ai compris que cette fête deviendrait le dernier souvenir que ma famille aurait de moi, même s'ils l'ignoraient encore. J'ai grandi dans une maison où la lumière semblait toujours tomber dans la même direction, sur ma sœur. Même enfant, Camille n'a jamais eu à demander l'attention. Elle venait à elle comme la chaleur de l'été s'installe sur Lyon, lourde et inévitable. J'ai appris très tôt à me déplacer autour d'elle, à me faire toute petite pour que ses rayons ne me brûlent pas. Je devais avoir 8 ans la première fois que j'ai compris quel était mon rôle. Camille avait un concours de GRS et maman avait passé toute la matinée à lui boucler les cheveux, à lui mettre des paillettes sur les joues, à lui fixer un ruban si grand qu'il frôlait ses épaules. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, ma propre brosse à la main, attendant que quelqu'un me remarque. Personne ne l'a fait. Papa a seulement jeté un œil assez longtemps pour dire « Ma puce, sois gentille, aide-la », avant d'attraper sa gourde. Alors, je l'ai fait. Et c'est devenu une habitude, moi les dents à briller. Au collège, c'était une routine. Camille parlait. J'écoutais. Elle gagnait. J'applaudissais. Elle avait besoin de quelque chose. Je le portais. Lors des dîners de famille, nos proches l'attiraient dans des conversations sur son avenir, sa beauté, son potentiel. Quand ils se tournaient vers moi, leurs questions étaient plus douces, plus minces, polies d'une manière qui rendait l'air oppressant. Et le dessin, ça va toujours ? Puis leur attention retournait vers elle, comme si je n'avais fait que combler une pause. Mais le moment qui ne m'a jamais quitté s'est produit quand j'avais 15 ans. J'avais passé des semaines à lui confectionner un album personnalisé pour son anniversaire, avec des croquis, des petits coins à l'aquarelle, une mise en page sur laquelle j'avais travaillé chaque soir sous ma lampe de bureau. Je me souviens l'avoir emballé dans du papier craft, l'avoir noué avec de la ficelle, éprouvant une fierté silencieuse. Elle l'a ouvert devant nos parents, a tourné 2 pages, puis s'est arrêtée. « C'est mignon », a-t-elle dit en souriant à son propre reflet dans la tablette que maman venait de lui tendre. Mais bon, maman m'a offert un vrai cadeau cette année. Elle a mis l'album de côté. La tranche s'est tordue en heurtant la table. Quelque chose à l'intérieur de moi s'est tordu aussi. Plus tard cette nuit-là, assise par terre dans ma chambre, j'ai arraché une des pages, le croquis d'une pièce que j'imaginais concevoir un jour. De hautes fenêtres, une lumière douce, un fauteuil face au lever du soleil. J'ai tenu cette page longtemps, me demandant si quoi que ce soit que je crée aurait un jour de l'importance pour eux. Le reste de l'album a fini au fond de mon placard. La page unique a rejoint mon carnet de croquis. Elle y est toujours. En grandissant, le déséquilibre s'est accentué au lieu de s'estomper. Camille a eu un scooter à 16 ans. J'ai eu le privilège de l'aider à en choisir la couleur. Elle invitait des amis. J'apportais les boissons. Quand la famille venait nous voir, ils posaient des questions sur ses notes, sa robe pour le bal du lycée, ses projets pour ses études supérieures. Les miens n'étaient que des pensées après coup, par politesse. Maman disait que j'étais indépendante, le genre de fille qui n'avait pas besoin de grand-chose. Cela sonnait comme un compliment, jusqu'à ce que je réalise que c'était une permission, la permission de m'ignorer pour garder leur énergie pour l'enfant qui en demandait plus. Papa m'a dit un jour, « Tu es la force tranquille, ma chérie. Camille est plus fragile. Elle a davantage besoin de nous. » Mais sa fragilité ne l'a jamais empêchée d'écraser tout sur son passage. À 17 ans, j'avais appris à lire la maison comme une carte. Les pièces bruyantes leur appartenaient. Les silencieuses étaient les miennes. J'ai arrêté de demander des choses, qu'on me dépose quelque part, de l'aide, de l'attention. Le silence est devenu plus facile, prévisible, sûr. Et pourtant, quelque part sous tout ce calme, une petite partie de moi attendait encore. Attendait un moment où quelqu'un pourrait me regarder comme il la regardait elle.
Une chance d'être vue sans avoir à le mériter. Je n'ai réalisé à quel point cet espoir était stupide que le soir de mes 18 ans, quand une seule phrase a confirmé ce que j'avais toujours su. Dans cette famille, la visibilité était un privilège, pas un droit de naissance. Je savais que la chaleur de cette nuit-là n'était pas seulement celle de l'air estival. Elle s'est accrochée à moi dès que je suis entrée dans le jardin, un rappel que ma place dans cette famille était toujours quelques pas derrière tout le monde. Les guirlandes drapées au-dessus de la terrasse scintillaient sur la piscine, projetant des éclats dorés sur des visages qui ne me regardaient pas. Je me tenais au bord de la foule, les mains encore collantes après avoir disposé le dernier jeu de bougies sur les tables. Maman m'avait tendu un briquet plus tôt en disant « Assure-toi que tout soit parfait avant que les invités n'arrivent ». Elle n'a pas dit « Joyeux anniversaire ». Quand l'animateur a tapoté le micro, les vibrations ont parcouru le verre dans ma main. Les gens se sont tournés. Les conversations se sont tues. Un léger silence a soulevé la chaleur de l'air. « Applaudissons bien fort », a-t-il dit, pour Camille, qui fête à nouveau ses 18 ans. La foule a éclaté de joie. Pas moi. Pendant une seconde, tout est devenu flou. Les lampions, les voix, le sourire éclatant de Camille alors qu'elle s'avançait dans une robe blanche qu'elle avait achetée juste pour ce soir. Mes yeux se sont posés sur le gâteau. 3 étages, un glaçage marbré, et son nom écrit en lettres d'or sur le dessus. Mon nom n'était nulle part. J'ai senti la main de maman sur mon bras, douce mais assez ferme pour m'immobiliser. « Ne t'avance pas », a-t-elle murmuré. Ça va mettre les gens mal à l'aise. Mettre les gens mal à l'aise. À mon propre anniversaire. J'ai regardé papa. Il n'a pas croisé mon regard. Il applaudissait trop fort, comme le font les gens quand ils prétendent que tout va bien. Camille a fait un vœu. Les flashs ont crépité. Les invités ont scandé son nom. Quelqu'un à côté de moi a dit « Elle est magnifique ». C'est vraiment sa soirée. Et soudain, j'ai compris quelque chose de simple et de tranchant. Il n'y avait pas d'erreur, pas de malentendu. Ce n'était pas ma fête accidentellement détournée. C'était la leur, intentionnellement réattribuée. Ma gorge s'est nouée, mais ma respiration est restée stable. J'ai fait ce que je faisais toujours, calme, contenu, invisible. J'ai levé mon verre à mi-hauteur comme pour me joindre au toast, puis je l'ai reposé avant qu'il n'atteigne mes lèvres. Personne n'a remarqué. Une petite goutte de cire a coulé d'une bougie sur la nappe. Je l'ai regardée durcir, pâle et définitive. Puis j'ai tourné les talons, dépassant les rires, la musique, la maison qui n'avait jamais été la mienne. Pieds nus sur le bitume chaud, ma robe frôlant mes genoux. Je n'ai pas regardé en arrière, pas même une fois. Je n'ai pas couru. J'ai juste continué à marcher jusqu'à ce que la musique du jardin s'estompe en un bourdonnement lointain, avalé par la chaleur dans la rue déserte du quartier. Le trottoir était encore tiède sous mes pieds, mais l'air s'était assez rafraîchi pour piquer ma peau. Je ne savais pas où j'allais. Je savais seulement que je ne pouvais pas rester. Quand le bus est finalement apparu à l'arrêt sur l'avenue principale, ses phares ont percé l'obscurité comme une invitation silencieuse. Je suis montée sans réfléchir. Le chauffeur a jeté un coup d'œil à ma robe, à mes pieds nus, puis de nouveau à la route. Il n'a pas posé de questions. Je lui en étais reconnaissante. La porte s'est refermée derrière moi avec un sifflement. Ce son a résonné comme une ligne contraste. J'ai pris un siège près du fond. Le moteur vrombissait, bas et régulier, et pour la première fois de la soirée, personne ne me disait de sourire, de me taire, de me mettre de côté. Juste le ronronnement des pneus sur l'asphalte, le défilement des lampadaires contre les vitres, et la faible odeur de vieux café qui flottait dans l'air. Quelque part entre Lyon et la ville suivante, j'ai plongé la main dans mon sac et j'ai sorti mon carnet de croquis. La couverture était usée, douce au toucher après des années de manipulation, les bords effilochés, les coins cornés. Mes doigts ont effleuré la page où le dessin avait été arraché des années auparavant. L'empreinte vide de cette feuille manquante me fixait. J'ai tourné jusqu'à une page blanche et j'y ai posé la pointe de mon crayon. Une pièce a commencé à prendre forme. De hautes fenêtres, une lumière ouverte, un unique fauteuil tourné vers le lever du soleil. Je ne le savais pas encore, mais c'était la première ébauche de la vie que j'étais sur le point de construire.
Le bus m'a emporté vers le nord à travers la nuit. Chaque heure semblait me dépouiller d'un poids, le silence de mon père, le contrôle précis de ma mère, l'ombre de Camille qui s'étirait dans chaque pièce. À l'aube, quand les toits de Paris se sont dessinés au loin, quelque chose en moi s'est apaisé. Pas la paix, pas l'espoir, juste de la résolution. Montreuil était le seul endroit que je pouvais me permettre. Une chambre de bonne étroite avec de la peinture écaillée, une fenêtre donnant sur un mur de briques, et un radiateur qui cliquetait chaque fois qu'il avait envie de se réveiller. J'ai payé la caution avec l'argent de mon job d'été que j'avais économisé, 600 € en tout. Quand la porte s'est refermée derrière moi, le silence a résonné, non pas vide, mais ouvert. J'ai posé mon carnet de croquis sur le rebord de la fenêtre. L'espace semblait petit, mais je le sentais bien. Mes journées sont devenues un montage de survie. Les services du matin dans un petit café. La vapeur s'élevant des pichets de lait, nettoyer les tables jusqu'à ce que mes mains me fassent mal, un air de jazz léger diffusé par de vieux haut-parleurs. Et chaque soir, des cours en ligne sur mon ordinateur portable, des notes griffonnées jusqu'à ce que les marges disparaissent, construisant des modèles numériques entre les bruits de la circulation et les murs fins qui m'entouraient. Je ne parlais pas beaucoup. Je n'en avais pas besoin. Les gens dans cette ville se regardent à peine. Cet anonymat était un cadeau. Un matin, alors que j'essuyais le comptoir, une femme plus âgée s'est approchée. Elle se déplaçait avec la précision calme de quelqu'un qui comprend l'espace comme d'autres comprennent le langage. Elle a montré une serviette en papier sur laquelle j'avais inconsciemment esquissé un coin du café. « C'est vous qui avez dessiné ça ?» a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête. Elle a étudié les lignes un long moment, puis a dit « Vous voyez l'espace. » La plupart des gens ne voient que les objets. Elle s'appelait Hélène Martel. J'apprendrai plus tard qu'elle était connue dans certains cercles pour transformer des entrepôts abandonnés en lieux de vie avec une âme. Ce jour-là, elle m'a simplement tendu sa carte. « Passez à l'atelier », a-t-elle dit. « J'ai peut-être une place pour vous. » Ce n'était pas une promesse. C'était une ouverture. Dans son atelier, un entrepôt reconverti avec des murs en briques et une lumière d'après-midi qui se déversait à travers des verrières, Hélène a regardé mes croquis, chacun étalé sur une longue table en chêne. Son doigt s'est arrêté sur la page avec la pièce imaginaire, celle que j'avais dessinée dans le bus. « Vous construisez à partir de l'absence », a-t-elle murmuré. Je n'ai pas demandé ce que cela signifiait. J'ai compris. Le stage qu'elle m'a offert n'était presque pas payé, mais il me donnait accès aux outils, aux chutes de bois, aux échantillons de tissu, aux pièces vides qui attendaient d'être réaménagées. Je balayais les sols, étiquetais les matériaux, j'apprenais comment la lumière se comporte sur la pierre, comment la texture peut adoucir une blessure qu'on ne nomme pas à voix haute. Ma routine a de nouveau changé, l'atelier le jour, le travail le soir, mon carnet de croquis toujours dans mon sac. J'ai appris à écouter l'espace, comment il respire quand on déplace une chaise, comment les ombres peuvent rendre une pièce honnête. Hélène me faisait rarement des compliments, mais quand elle le faisait, c'était avec des phrases qui ressemblaient à des encres. Vous travaillez comme quelqu'un qui a dû mériter chaque centimètre. Vous comprenez le silence. Vous créez avec la mémoire. J'ai construit des meubles à partir de pièces de récupération, une table avec de vieilles poutres, une lampe en cuivre rouillé, une chaise qui grinçait comme si elle se souvenait de quelque chose. Chaque projet est devenu une façon de me reconstruire, fragment par fragment. 3 ans ont passé à ce rythme de travail acharné et de croissance. J'ai travaillé jusqu'à avoir des bleus sur les doigts. Jusqu'à ce que ma vue se brouille à 2 heures du matin, jusqu'à ce que la jeune fille qui avait quitté Lyon pieds nus ne ressemble plus à quelqu'un que je connaissais. Elle était toujours en moi, mais plus silencieuse, comme un écho que j'avais appris à respecter au lieu d'obéir. Puis, un soir, Hélène a posé une pile de dossiers sur mon bureau. Des clients ont demandé à travailler avec vous, personnellement, a-t-elle dit. Juste ça, sans sourire, sans cérémonie. Mais j'ai senti le changement. Le premier souffle d'une vie qui n'était pas empruntée ou héritée, mais construite. Cette nuit-là, dans ma minuscule chambre avec le mur de briques, j'ai fait un tableau. Dépenses, économies, fournitures, coûts prévisionnels, clients potentiels. Une liste intitulée « Étape vers l'indépendance ». J'ai tapé, vérifié, classé, supprimé, réorganisé.
Pas de bruit, juste des décisions qui se mettaient en place. Au matin, j'avais un plan, un vrai. L'atelier Aurore serait à moi. Mon atelier, mon espace, mon nom. Le bus m'avait emporté loin. Mon travail me porterait en avant. Cette fois, je ne fuyais pas. Je construisais. Cette fois, je n'allais pas réparer ce qu'ils avaient brisé. Le matin où ma conférence TEDx a été mise en ligne, je ne pensais pas que quoi que ce soit changerait. C'était un événement discret dans un petit auditorium, rempli de gens qui écoutaient attentivement et partaient sans applaudissements retentissants. J'ai raconté une histoire sans nom, celle d'une fille dont on avait volé le 18e anniversaire, qui était partie au milieu de la fête et avait choisi le silence comme rempart. 2 jours plus tard, ma boîte de réception a explosé. Messages, demandes, articles, extraits partagés avec des légendes comme « Voilà à quoi ressemble la guérison ». La vidéo a dépassé le 1 million de vues avant même que j'aie pu traiter la première vague. Je n'ai pas répondu. J'ai continué ma routine, l'atelier le matin, les révisions de croquis, les appels clients, Lucas qui me tendait un café toujours trop sucré. La routine maintenait le bruit à distance. Puis les interviews ont commencé. Les magazines voulaient parler de la fille qui se reconstruisait. Les blogs de design m'interrogeaient sur mon processus. Les podcasts me posaient des questions sur la résilience. Je gardais mes réponses courtes. Je laissais le silence encadrer le reste. La première secousse est venue de Lyon. Un texto de ma mère. Nous avons vu la vidéo. Camille est très contrariée. Tu devrais peut-être prendre de ses nouvelles. Aucune mention de la conférence. Aucune reconnaissance de mon travail. Juste la même attraction gravitationnelle vers Camille. Je n'ai pas répondu. Plus tard, mon père a écrit « Félicitations pour ton succès. Mais s'il te plaît, comprends que ta sœur se sent visée. Visée par une histoire sans nom. » Cette familiarité m'a piqué plus que le message lui-même. J'ai posé le téléphone et j'ai continué à mesurer une planche de chaîne de récupération pour un projet d'étagère. Le maître ruban a cliqué proprement contre le bord. Rien dans mes mains ne tremblait. Le lendemain matin, Lucas est arrivé en courant avec sa tablette. Il faut que tu vois ça. Un site People avait publié une interview de Camille. Son visage remplissait l'écran, composé, maîtrisé. Le titre, la sœur de la designer virale déclare « Les gens ne connaissent pas la vraie histoire ». Je ne l'ai pas ouverte tout de suite. La lueur de la tablette se reflétait sur la règle de dessin en métal sur mon bureau. Quand je l'ai finalement lu, les mots étaient prévisibles. Elle exagère pour attirer l'attention. Nous l'avons toujours bien traitée. Elle est partie parce qu'elle ne supportait pas les comparaisons. J'espère qu'elle va bien, mais Internet ne connaît pas la vérité. Je n'ai pas ressenti de colère, juste une confirmation. Certaines personnes s'effondrent si elles ne sont pas au centre de l'attention. Le soir, l'incendie s'était déclaré, capture d'écran, réaction en chaîne, des gens exhumant des années de vieilles publications de Camille qui contredisaient tout ce qu'elle venait de dire. Les sections de commentaires sont devenues lourdes et rapides. Pourtant, je suis restée silencieuse. Le silence a un poids. Il fait pencher la vérité vers la surface. Cette nuit-là, j'ai rempli les documents pour transformer l'atelier Aurore en un studio à part entière, j'ai signé le bail définitif pour un local à Paris, mis à jour les registres, transféré des fonds, bouclé des boucles qui étaient ouvertes depuis des années. Chaque signature était comme une porte se fermant doucement derrière moi. Pas de claquement, juste une clôture. Une semaine plus tard, la conférence TEDx a atteint les 5 millions de vues. Un hôtel de luxe voulait que je conçoive leur hall d'entrée. Une marque voulait une collaboration. Des clients écrivaient que mon travail donnait à leurs espaces le sentiment de respirer à nouveau. Pendant ce temps, les comptes de Camille partaient en vrille, commentaires désactivés, sponsoring suspendu. Son contenu parfait était noyé sous les critiques d'inconnus qui reconnaissaient des schémas qu'ils avaient eux-mêmes vécus. Hélène est passée un après-midi, me regardant ajuster une maquette d'éclairage. « Tu n'as rien à expliquer », a-t-elle dit. « Ils font ce travail pour toi. » J'ai hoché la tête, bien que quelque chose au fond de ma poitrine se soit resserré, une vieille douleur se séparant de sa racine. Cette nuit-là,
Alors que j'alignais des livres sur les étagères de l'atelier, mon téléphone a vibré. Un email, envoyé par Camille. J'ai hésité un instant, puis je l'ai ouvert. Une seule phrase. Je ne savais pas que ça faisait si mal de ne pas être vu. Les mots flottaient sur l'écran, fragiles et inachevés. Pas une excuse, pas une prise de responsabilité, juste la première chose honnête qu'elle ait dite depuis des années. Je n'ai pas répondu. Certaines fins ne sont pas faites pour être adoucies. À la fin de la semaine, l'atelier Aurore a ouvert ses portes. Les clients ont commencé à affluer sous les hautes fenêtres. Les journalistes prenaient des notes discrètement. La lumière se déplaçait sur le sol poli comme quelque chose qui trouve enfin sa place. J'ai traversé l'espace, mon espace, avec l'assurance de quelqu'un qui s'est reconstruit sans l'approbation de personne. La justice n'est pas arrivée bruyamment. Elle s'est tissée à travers le système, à travers les conséquences, à travers le silence. Le renversement était complet. L'équilibre, restauré. Quand le bruit s'est enfin calmé, je n'ai pas ressenti de victoire. J'ai ressenti de l'air. Propre, non réclamé, remplissant les coins de mon loft. Paris avait une façon de retenir le silence différemment. Pas lourd, pas punitif, juste présent. La plupart des soirs, je restais tard à l'atelier, laissant les faibles lumières des suspensions tomber sur des maquettes inachevées et des piles de bois de récupération. La ville à l'extérieur pulsait par intervalles doux, des sirènes lointaines, une rafale de vent balayant la fenêtre, le grondement sourd des métros se déplaçant sous terre. Tout cela se fondait en un rythme qui n'exigeait rien de moi. Je me retrouvais à graviter autour de l'olivier au centre du loft, ses feuilles effleuraient la verrière, captant maintenant les dernières lueurs du soir. 3 ans plus tôt, j'avais à peine réussi à garder une plante en vie dans une chambre sombre de Montreuil. Maintenant, celui-ci dépassait ma portée. Parfois, je m'asseyais par terre, le dos contre le mur de briques fraîches, mon carnet de croquis ouvert sur mes genoux. Le crayon bougeait doucement, des lignes, de la lumière, des coins de pièces imaginaires. Pas de délai, pas d'attente, juste l'espace devenant forme. Je pensais de moins en moins à Lyon. Non par amertume, mais par distance. La maison qui avait autrefois semblé être le monde entier n'existait plus que comme une silhouette, reconnaissable mais vide. L'email de Camille revenait dans mon esprit une fois, puis s'estompait comme un bruit de fond statique. Sans réponse, non pas ignoré, simplement inutile. Il n'y a plus eu d'appel de mes parents après ça. Pas de questions, pas de justification. Leur silence me semblait autrefois être un effacement. Maintenant, il me semblait être un espace pour respirer. Un soir, j'ai fini d'installer la dernière pièce de mon exposition. Un cube de verre brillant doucement de l'intérieur. À l'intérieur, seulement une chaise et une étendue de murs blancs sans fioritures. Pas destiné à impressionner, mais à ressentir comme le premier instant de pureté après une tempête. J'ai éteint les lumières de la galerie jusqu'à ce que seul ce cube reste. De l'or se déversant sur le sol en béton en une flaque tranquille. En rentrant dans mon loft plus tard, j'ai remarqué comment les lumières de la ville scintillaient à travers la fenêtre, se fondant avec le reflet de mon propre espace de vie. Mon chez-moi, construit à partir de rien d'autre que des années de reconstruction silencieuse. J'ai expiré lentement, l'air frais contre mes lèvres. Pour la première fois de ma vie, je ne me demandais pas qui pourrait bien me regarder. Ma propre compagnie me suffisait. Certaines personnes reconstruisent leur vie en criant leur douleur au monde. J'ai reconstruit la mienne en allumant les lumières dans une pièce que personne n'aurait jamais cru que je posséderais. Le silence ne m'a pas brisé. Il a façonné les murs, le sol, la porte que j'ai finalement franchie sans peur. Et debout ici maintenant, regardant la ville respirer sous mes fenêtres, je comprends quelque chose de simple. On n'a pas besoin de retourner à l'endroit qui vous a effacé pour prouver qu'on existe. On peut construire vers l'avant. Si mon histoire a résonné en vous, restez pour la prochaine. Continuons à marcher vers la lumière.